Donc on accueille Marie Pierron et Paul Olivier qui vont donc animer cette session. Donc je donne la parole au GIS en introduction pour te présenter peut-être. Marie, Alors bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Avec Marie, on a super bien préparé notre session. On est super calés. Tiens, Alors, non, ce qui est important de dire, c'est justement que je te donne la parole, Marie, pour quelques mots d'intro. C'est une collaboration, cette session, entre le GIS Autisme et TND et l'ARAPI, enfin l'ARAPI et le GIS Autisme et TND. Et voilà, Marie, je t'avais proposé de dire quelques mots sur le contexte de l'appel à communication qui a nourri cette session. Merci. Alors peut-être vous rappeler que, on l'a dit plusieurs fois, on est dans la deuxième partie de l'université d'automne et les jeunes chercheurs que vous allez voir aujourd'hui, il y a une des jeunes chercheuses qui est celle qui avait obtenu le prix jeune chercheur à l'issue de la première session. Mais je laisserai Paul introduire Cindy. Mais vous dire aussi qu'il y a eu énormément de candidatures cette année de jeunes chercheurs et surtout beaucoup de candidatures exceptionnelles dans plein de domaines différents et ça aussi c'était extrêmement intéressant parce qu'on partait des neurosciences cellulaires avec des modèles animaux en allant vers des neurosciences plus comportementales mais également aussi un petit peu de sciences humaines et sociales et cette diversité dans les propositions et la qualité a rendu difficile notre tâche, en tout cas la tâche du comité scientifique, de ceux qui se sont réunis pour choisir les présentations que vous allez voir aujourd'hui, mais ce qu'on sait en tout cas c'est qu'elles sont toutes d'excellente qualité. Ouais, vraiment un grand merci de nous avoir posé des problèmes de riches. On s'est un peu engueulé quand on a dû faire les choix. On n'était pas forcément toujours d'accord. Non, mais c'était vraiment passionnant. Et puis comme tu l'as dit, Marie, avec des champs qui sont super variés, qui vont des neurosciences les plus fondamentales jusqu'à la recherche appliquée sur le terrain de la clinique. Et donc voilà, le niveau il fait qu'augmenter au fur et à mesure de cette collaboration. Donc, voilà, alors merci pour moi parce que la dernière fois j'étais à cette place-là, mais en tant que jeune chercheur, donc mais expliquer que le niveau fait qu'augmenter, ça veut dire que les gens vont être vachement plus intéressants que nous la dernière fois. Mais parce que tu as impulsé cette dynamique, Marie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, en tout cas, un grand merci. On est vraiment ravis. Et peut-être que maintenant que tu m'as mis bien à l'aise, peut-être que je peux introduire notre première participante, si tu es d'accord ? Oui, je valide. Allez, c'est parti. J'ai le plaisir d'accueillir Cindy Bokobza. Donc Cindy, tu es postdoc, donc tu travailles au sein du laboratoire Neurodhydro à l'hôpital Robert Debré à Paris. C'est toi qui tu as remporté le prix de la meilleure présentation jeune chercheur lors du webinaire qu'on a organisé il y a un an. C'était il y a un an, premier épisode de cette université d'automne. Je salue d'ailleurs Baptiste et Lauriane aussi qui étaient présents lors de cette session. Je te passerai le micro juste après. Non, je cherche un Attends, ok, un pointeur. Et voilà, on avait eu vraiment un super programme aussi vraiment il y a un an. Alors Cindy, ta présentation elle a particulièrement retenu l'intérêt du comité d'organisation et puis du jury l'année dernière. Parce que c'est des études qui sont assez vraiment novatrices parce que tu vas faire le pont entre ce qui se passe finalement, alors à travers une approche qui est très préclinique, très fondamentale sur des modèles expérimentaux, des modèles animaux, le pont entre ce qui se passe durant les stades très précoces du neurodéveloppement et puis ce qui va se passer plus tard durant le grand âge. Je sais qu'il en était question ce matin. Voilà, Cindy, encore bravo et la parole est à toi. Merci. Que d'éloges. J'espère être à la hauteur. C'est un peu la pression juste avant de commencer. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Donc c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Déjà c'était un honneur d'avoir été sélectionnée l'année dernière. C'est un honneur de pouvoir présenter aujourd'hui de nouveau ces travaux. Donc comme l'a dit Paul, moi je viens d'un labo qui est initialement focalisé sur la prématurité. Et donc la prématurité, qu'est-ce que c'est ? Donc la prématurité, c'est toute naissance qui survient avant 37 semaines de grossesse, c'est-à-dire toute naissance qui intervient
avant le début du 9e mois de grossesse. Donc il faut savoir que c'est 15 millions de naissances tous les ans, à peu près une naissance sur 10, et que c'est la première cause de décès chez le nouveau-né, mais également la première cause de décès chez l'enfant avant l'âge de 5 ans. Donc il y a de nombreuses causes à la prématurité. Dans un premier cas, on va avoir 25% où on va avoir une rupture prématurée des membranes autour du placenta. Ensuite, on va aussi avoir 30% de cas où on va avoir une naissance qui est déclenchée médicalement dans le cas où la vie du fœtus ou de la maman est en danger. Il faut savoir qu'il y a 2 modes de déclenchement médical, soit pharmacologique, soit chirurgical via la césarienne. Mais dans 45% des cas, ces naissances prématurées interviennent de manière un peu spontanée, sans facteur aggravant évident au moment où la maman vient à l'hôpital parce que le travail a commencé. Cependant, au fil des années, on s'est rendu compte qu'il y avait des facteurs de risque qui étaient associés à ces naissances spontanées. Donc, est-ce que la maman a déjà eu un accouchement prématuré avant celle pour laquelle elle vient à l'hôpital ? Si la maman a malheureusement été victime de violences domestiques ou d'un stress particulièrement important. Mais dans la grande majorité des cas de ces naissances spontanées, on s'est rendu compte a posteriori qu'en réalité, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des infections materno et fœtales. Donc il y a un vrai contexte inflammatoire à la naissance prématurée. En réalité, une partie de ces enfants prématurés vont développer des lésions cérébrales que l'on regroupe sous le terme d'encéphalopathie du prématuré. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est l'ensemble des lésions, aussi bien au niveau de la substance blanche que de la substance grise, qui est associée à la prématurité. Donc au niveau des lésions de la substance blanche, c'est celles qui sont les plus décrites. Et historiquement, c'est les premières qu'on a vues, notamment ici en IRM, où vous pouvez voir que en fait au niveau de l'IRM on voit en fait des lésions majeures au niveau de la substance blanche qui vont mener à une hétérogénéité des déficits tardifs, que ça soit moteur, cognitif ou même d'apprentissage. Plus tardivement, on s'est rendu compte qu'il y avait également des lésions de la substance grise qui sont secondaires à la mise en place de ces lésions de la substance blanche. Et on a montré, grâce à des imageries en IRM, que ces lésions de la substance grise pouvaient induire des défauts de la connectivité cérébrale. Où est-ce que l'on se place ici, parce qu'on est quand même ici avec la rapide, donc où se place le trouble du spectre de l'autisme ? Donc bon, vous connaissez les critères du DSM-5, défaut d'interaction sociale, défaut de communication, des comportements restreints et répétitifs. Mais quelle est l'interaction entre la prématurité et les TSA ? En réalité, on s'est rendu compte que la prématurité, c'est un risque majeur d'apparition de troubles du spectre de l'autisme à 3 ans, et que ce facteur de risque est réévalué à la hausse, donc 16 fois plus, si la prématurité est associée à un syndrome inflammatoire. Donc la composante de la prématurité dans le TSA est majeure, on ne peut plus passer à côté. Cependant, ce qui est intéressant de noter, c'est que les anciens prématurés qui vont démontrer un autisme, en réalité ne présentent pas ces 3 critères. On va avoir les défauts d'interaction sociale, les défauts de communication, mais on ne va pas forcément avoir les comportements stéréotypés. Alors, pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Ceci est un cerveau. Donc, c'est une image que j'avais prise d'un vieux manuel à moi de cours, parce que je la trouvais absolument géniale. Donc, en fait, si notre cerveau était un cookie, les pépites de chocolat seraient les neurones et les cellules gliales seraient la pâte. Donc, qu'est-ce que c'est que les cellules gliales ? On en a un peu parlé ce matin. Les cellules gliales, c'est tout le reste. C'est tout ce qui n'est pas des neurones. En réalité, il y a 3 types cellulaires majeurs dans le cadre des cellules gliales. En premier lieu, on va avoir les oligodendrocytes. Donc, c'est des cellules qui sont là pour accélérer le passage du signal électrique au travers des neurones. En deuxième lieu, on va avoir les astrocytes, qui sont les cellules un peu nourricières du cerveau qui vont apporter les nutriments aux neurones. Et pour finir, on a la microglie, qui va être la cellule protectrice du cerveau pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection et que tout se passe normalement. Ici, je vous ai mis une analyse histologique d'un tissu post-mortem d'un ancien prématuré qui a été né en 33 semaines. Donc, comme vous pouvez voir, on a vraiment ces lésions. En fait, on a des trous au niveau de la substance blanche. Pourquoi ? Parce que les premières victimes
de la prématurité sont les oligodendrocytes qui ne se différencient pas normalement. Donc en fait, ils ne vont pas produire la myéline et donc on va avoir des trous littéralement dans le cerveau. De manière intéressante, autour de ces lésions, vraiment à la périphérie on a pu observer la présence des deux autres types des cellules gliales. Donc en marron, ici les cellules GFAP qui sont nos astrocytes, nos cellules nourricières, et à côté les cellules microgliales ici en bleu. Donc la question que s'est posée le laboratoire dans lequel je travaille, c'est de comprendre est-ce que les cellules gliales, et notamment la microglie de type pro-inflammatoire, va être responsable de la mise en place de la lésion. Alors, on va un peu plus s'intéresser à la microglie, parce que c'est un peu ma cellule préférée numéro 1. Donc, qu'est-ce que la microglie ? Je vous ai dit, c'est le soldat du cerveau. En réalité, pourquoi c'est le soldat ? C'est parce que c'est la seule cellule immunitaire qui est présente à l'intérieur du parenchyme cérébral. Et pourquoi c'est particulièrement intéressant dans le contexte de la prématurité ? C'est que c'est une cellule qui va proliférer, se différencier et avoir des rôles majeurs dans le neurodéveloppement pendant le 3e trimestre de grossesse, donc le moment où va survenir la prématurité. Donc comme je viens de vous le dire, la microglie, au fil des années, on s'est rendu compte qu'elle avait un rôle majeur dans le développement normal du cerveau, parce qu'elle va favoriser la formation de la myéline par les oligodendrocytes, elle va être responsable de l'élagage synaptique, comme nous en a parlé ce matin Boris, et également elle va participer à la construction des réseaux neuronaux. Cependant, elle a un aspect négatif. Comme je vous l'ai dit, c'est une cellule immunitaire. C'est-à-dire qu'en cas d'insulte, comme n'importe quelle cellule immunitaire, elle va devenir toxique. Donc, en cas de neuroinflammation, la neuroinflammation, c'est l'ensemble des mécanismes inflammatoires du cerveau. La microglie va produire des molécules qui sont toxiques pour les autres cellules cérébrales. Et notamment, dans le cadre de la prématurité, elle va bloquer la maturation des oligodendrocytes. Et c'est pour cela que l'on n'a pas une quantité normale de myéline chez les enfants prématurés. Ce qui est intéressant, c'est que sur des études post-mortem d'anciens prématurés ou d'anciens patients autistes nés à terme, on s'est rendu compte qu'il y avait des processus neuro-inflammatoires dans des régions extrêmement similaires dans les deux pathologies. Donc la neuroinflammation et cette activation pro-inflammatoire de la microglie serait un intervenant majeur dans la mise en place des lésions. Alors, à Robert Debré, ça fait 13 ans qu'il existe un modèle souris. Comme l'a dit Paul, moi je travaille pas vraiment avec les patients, surtout avec des petits animaux, qui sont un peu mes patients, chez lequel on va injecter les 5 premiers jours de vie une molécule pro-inflammatoire, qui est l'interleukine 1-bêta. Alors pourquoi cette fenêtre des 5 premiers jours de vie ? C'est qu'en fait, en termes de développement cérébral, dans le développement cérébral de la souris, en fait, ce qui est équivalent au 3e trimestre de grossesse, c'est ces 5 jours de vie. Donc c'est le moment où il faut regarder le cerveau pour étudier la prématurité. Et donc quand on injecte l'IL-1-bêta ces 5 premiers jours de vie, la première chose qu'on a regardé, c'est est-ce qu'on était capable de retrouver ces lésions de la substance blanche. Et c'est le cas. Donc ici, alors DEX, ça n'existe pas, c'est D, il y a un X en trop. DP5, donc vraiment à la fin de la phase inflammatoire, on observe en fait des lésions de la substance blanche, mais à P15, là où normalement la myélinisation est bien engagée, on peut voir que les animaux hyalins en noir produisent beaucoup moins de myéline. Et cela est dû à un blocage de la maturation des oligodendrocytes. Et pour démontrer la causalité de la microglie, en fait, ce qu'ils avaient fait avant que j'arrive au laboratoire, c'est qu'ils avaient injecté les animaux avec le gadolinium. Donc le gadolinium, c'est une petite molécule qu'on utilise en neuroimagerie. Mais en réalité, dans le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il va supprimer spécifiquement la microglie pro-inflammatoire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la microglie pro-inflammatoire et on a exposé les animaux à l'IL-1-bêta. Et ce qu'on a vu, c'est que en fait, normalement, ici, lorsque l'on a une microglie qui va devenir pro-inflammatoire, on a les processus de myélinisation qui sont bloqués, et donc on a moins de myéline, alors que lorsque l'on enlève cette microglie pro-inflammatoire, la myélinisation se passe normalement. Donc ça veut bien dire que la microglie, elle a ce rôle central dans la mise en place de la lésion.
Ainsi, moi, je me suis posé 2 questions au début de mon doctorat. La première, c'était est-ce que la neuroinflammation va favoriser l'apparition de troubles de TSA chez le jeune prématuré? Donc, bien entendu, c'est chez la souris, donc c'est du TSA-like. Et dans un deuxième temps, est-ce que la neuroinflammation va favoriser l'apparition de pathologies qui sont pour le moment pas connues dans la prématurité, mais chez l'individu âgé, donc au cours du vieillissement de l'individu. Donc dans un premier temps, comment on peut évaluer justement ces comportements type autistiques chez une souris? En premier lieu, nous, on va évaluer la communication. Donc la communication, il faut savoir que les rongeurs, ils parlent entre eux. Et au cours de la première semaine de vie, les bébés souris vont émettre des petits appels qui sont en ultrasons, qu'on appelle des vocalises, pour pouvoir communiquer avec leur maman et communiquer avec leurs frères et sœurs pour justement s'assurer que leur maman s'occupe bien d'eux. Et c'est important pour leur développement social. Donc, on voit pas très bien. Ici, c'est une image représentative de ces calls. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a des patterns un peu spécifiques. Et donc, nous, on a des outils, ici en collaboration avec l'Institut Pasteur et l'équipe de Thomas Bourgeron, qui vont nous permettre d'identifier ces patterns, ces profils en fait d'appels émis par les animaux, et on va pouvoir voir est-ce que les souris qui sont exposées à l'IL1β vont communiquer de la même manière que des souris contrôle. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les animaux qui sont exposés à l'IL1β vont émettre moins de calls, moins d'appels que les souris contrôle, et que le peu d'appels qu'ils vont émettre vont être plus courts. C'est-à-dire que, ils vont communiquer moins bien avec leur maman, mais en plus de ça, ils vont pas forcément communiquer de la même manière. Et ça, comme vous le savez, c'est un premier signe associé à l'autisme. Ensuite, on a des tests comportementaux qui vont nous permettre d'évaluer l'interaction sociale chez le jeune adulte ou même l'adulte. Donc ici, nous, c'était chez des jeunes adultes, donc équivalent à peu près à l'adolescence. Donc en fait, on va avoir une grande arène, qui ici est une arène carrée, et dont j'ai mis dans un coin une petite boîte transparente, où dedans il va y avoir soit un objet inanimé, soit une souris étrangère. Et vous voyez, au milieu, il y a ma souris test, et en fait, ce que je vais mesurer, c'est l'intérêt de cette souris test, soit vers l'animal étranger, soit vers l'objet. Donc normalement, de par la sociabilisation, la souris, elle va avoir plus d'intérêt normalement avec la souris étrangère. C'est d'ailleurs ce que je vois ici chez mes animaux contrôle. Vous voyez que ma souris étrangère va passer beaucoup plus de temps, ma souris test va passer beaucoup plus de temps avec la souris étrangère qu'avec l'objet. Cependant, chez mes animaux exposés à l'IL1β, on voit que la souris test passe beaucoup moins de temps avec la souris étrangère, voire même se positionne juste à côté de l'objet. Ce qui était intéressant également, c'est que, alors on avait fait des stats avec ça, au regard de ça. Ce qui était intéressant, c'est que les animaux exposés à l'IL1β, en général, elles se mettaient dans un petit coin de l'arène, et en fait, elles évitaient de regarder la souris étrangère. Donc, on avait aussi un phénomène d'évitement de regard chez les animaux exposés à l'IL1β. Donc on avait un déficit social chez nos souris IL1β. Cependant, ce qui était particulièrement intéressant pour nous, c'était que comme chez les enfants nés prématurés, ces animaux n'avaient pas de comportement répétitif. Ensuite, on a évalué la connectivité cérébrale. Alors ici, c'est une technique un peu à la pointe, qui est l'imagerie en écho-doppler ultra-fast. Donc l'écho-doppler, tout le monde le sait, c'est un peu comme les échographies qu'on fait pendant la grossesse pour vérifier que tout va bien. Ça, c'est la même chose, mais en beaucoup plus sensible. En fait, ce qui se passe, c'est que grâce à des ultrasons, on va pouvoir évaluer le mouvement du sang à l'intérieur du cerveau. Et donc, ainsi, on va regarder 2 régions en même temps. Par exemple, ici, on a regardé l'hippocampe, ici en bleu, et on va le comparer, par exemple, avec l'hippocampe de l'autre côté de l'hémisphère. Et on peut voir que les signaux du sang au cours du temps d'acquisition sont à peu près synchronisés. C'est-à-dire que ces 2 régions travaillent en même temps. Cependant, si on regarde ici avec l'hypothalamus, on voit que le signal est
pas vraiment exactement au même endroit. Donc ce que ça veut dire, c'est que l'hippocampe travaille moins bien avec l'hypothalamus. Et donc grâce à ça, on peut évaluer ce qu'on appelle des matrices de connectivité. Donc comme vous pouvez voir, en fait, la diagonale c'est 1, ça veut dire que forcément que la région elle communique le mieux avec elle. Et après, on a un gradient. Donc par exemple ici, l'hippocampe, l'hippocampe gauche, il corrèle le maximum avec l'hippocampe droit, ce qui est logique. Cependant, ce qu'on voyait, c'est que lorsqu'on faisait cette matrice de connectivité chez les animaux exposés à l'IL1β, les signaux n'étaient pas exactement le même. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué l'effet de l'inflammation. Donc on a comparé cette matrice de connectivité avec celle-là. Et en fait, ce qu'on voit ici, donc si c'est en bleu, c'est que c'est hypoconnecté. On voyait que chez les animaux IL1β, il y avait une connectivité qui était significativement plus faible que chez les animaux contrôle. Donc on a ici un problème de connectivité cérébrale. Ensuite, quand je suis arrivée dans le labo, ce qui était très bien connu, c'était les lésions de la substance blanche dans le modèle. Par contre, au niveau de la substance grise, on n'avait aucune idée de ce qui était en train de se passer. Donc tout mon doctorat, c'était de caractériser les lésions de la substance grise dans le modèle. Dans un premier temps, on a évalué l'activité électrique des neurones. Donc ce qu'on avait pu voir, c'est qu'on avait une activité électrique qui était significativement plus importante chez les animaux exposés à l'IL1β que chez les contrôles. On s'est alors posé la question pourquoi. En réalité, cela est dû au fait que chez les animaux IL1β, donc désolé, la qualité de l'image n'est pas incroyable. Ici, on a évalué en fait la densité des synapses à la surface des neurones. Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que les animaux IL1β, en réalité, avaient plus de synapses que les animaux contrôles. Donc pourquoi ? La grande question, c'est pourquoi on va avoir ce problème-là. Et c'est ici qu'on va retourner sur notre cellule préférée, qui est la microglie. En réalité, dans le modèle, on a démontré que cette microglie qui va être exposée à l'IL1β, donc l'IL1β, cytokine pro-inflammatoire, microglie, cellule immunitaire, en fait, la microglie va devenir pro-inflammatoire. C'est ce que l'on voit ici avec ces deux clusters rouges, qui sont les clusters 1 et 3. En réalité, c'est des gènes uniquement inflammatoires, des gènes de production de cytokines pro-inflammatoires et de toutes les molécules toxiques que peut relarguer une cellule immunitaire. À l'inverse, au moment où la microglie va exprimer tous ces gènes dangereux, elle va sous-exprimer les gènes qui sont fondamentaux dans le développement cérébral. Donc la microglie, elle ne fait plus ce qu'elle est censée faire. Et donc si on regarde plus spécifiquement les lagages synaptiques, qui, je vous ai dit, est une fonction neurodéveloppementale majeure de la microglie, ici en évaluant un récepteur qui est justement nécessaire à cet élagage synaptique, on voit que en fait normalement la microglie elle est censée faire de l'élagage synaptique à 2 semaines ici. Cependant chez les animaux IL1β, elle le fait dès P3, au moment où elle est inflammatoire. Ce qui fait qu'au moment où elle est censée le faire, elle ne le fait plus. Et donc, on va avoir une augmentation des synapses qui restent là parce qu'elles ne sont pas mangées par la microglie. Donc, de ces concepts-là, on a démontré que on avait des lésions au stade adolescent dans notre modèle. Et quand je suis arrivée, en fait, dans le labo, personne n'était allé regarder au-delà de 2 mois pour une raison très simple. C'est que dans le modèle, on se rendait compte que au-delà de 2 mois, il n'y avait plus vraiment de lésions cérébrales qu'on pouvait observer en histologie parce que tous ces mécanismes sont que courts dans le temps. Mais moi, je me suis dit, quand j'avais analysé tout le profil microglial, je m'étais énormément intéressée à ce qui était fait dans la microglie au niveau des maladies neurodégénératives. Donc je me suis posé la question, si ma microglie elle est déjà déréglée au début de la vie, est-ce que ça peut être toujours le cas plus tard ? Et est-ce qu'il va y avoir des conséquences au long terme de cette activation microgliale pro-inflammatoire ? Pour ça, je me suis basée sur des concepts dont on a un peu parlé ce matin. Donc le premier, c'est le concept de l'inflammaging. Donc en fait, c'est cette notion qu'il existe une inflammation chronique et à bas bruit qui va s'accumuler tout au long de la vie. Et également sur la notion du priming cellulaire, qui est définie par le fait que les cellules immunitaires vont répondre plus fortement et plus rapidement si elles sont exposées à un deuxième stimuli. Et donc la question scientifique que je me suis posée, c'est qu'on va avoir cet événement inflammatoire majeur qui est la prématurité au début de la vie, auquel va s'additionner cette inflammation chronique et à bas bruit. Et donc
est-ce que la combinaison de ces deux facteurs peut être un facteur de risque à l'apparition des maladies du vieillissement, telles que les maladies neurodégénératives, mais également au diabète ou à l'obésité. Donc dans un premier temps, on a regardé chez des animaux âgés de 7 mois. Donc pourquoi 7 mois ? 7 mois, c'est l'équivalent dans la vie d'une souris à un individu qui est âgé entre 40 et 45 ans. On a regardé chez ces individus si on avait toujours des troubles d'interaction sociale. Et ce qui est intéressant, c'est que l'animal va passer autant de temps avec l'animal étranger. Cependant, la prise de décision entre rester avec l'animal étranger ou aller plutôt vers l'objet va être beaucoup plus compliqué à prendre chez ces animaux âgés. Et en réalité, on a couplé ces tests-là à un test ici qu'on appelle d'Openfield, où en fait, c'est juste l'arène, mais avec rien dedans, et on va regarder l'activité de l'animal locomotrice basale. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que à 7 mois, on va avoir une activité locomotrice qui est beaucoup plus importante, qui peut être associée à des phénomènes d'hyperactivité. Donc ainsi, les troubles comportementaux que l'on voit chez nos animaux, au final, vont changer avec le temps et sont pas strictement les mêmes que ceux que l'on voyait à l'adolescence. Donc je reviens avec mon imagerie en FUS dont je vous parlais tout à l'heure. On a fait la même chose à 7 mois. Et là, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait des régions, par exemple ici, qui étaient toujours hyper connectées. Donc ça, c'est toujours l'hippocampe. C'est vraiment une région majeure dans notre modèle. Mais aussi, de manière très intéressante, ici, les 2 carrés rouges, en fait, c'est l'hypothalamus. Et en fait, à 7 mois, on avait une hyperconnectivité au niveau de l'hypothalamus qui est très intéressant. Et vous allez le voir à la suite du talk. Au niveau de la substance blanche, on avait fait des analyses en IRM. Sur la substance blanche, la seule région où on voyait une lésion qui subsistait 7 mois après l'inflammation, c'était uniquement le cingulum. Pas du tout le corps calleux comme on le voyait au stade précoce. On a aussi regardé avec mon étudiant en thèse la substance grise. Donc ici, c'est un marquage. Je suis désolée, la qualité des photos n'est pas incroyable sur l'écran, pardon. Ce qu'on a regardé, en fait, c'est qu'on a compté les cellules neuronales. Et en fait, ce qu'on voyait, c'était qu'au niveau de l'hippocampe, on avait une augmentation significative du nombre de neurones. Et à l'inverse, au niveau de l'hypothalamus, on en avait moins. Donc ainsi, il va y avoir des lésions de la substance grise qui vont être régions spécifiques à 7 mois, ce que on ne s'attendait pas du tout, puisque à 2 mois, l'atteinte, elle était plus globale et plus diffuse. À 7 mois, c'est vraiment région spécifique. Comme je vous l'ai dit, en regard de la substance blanche, on n'avait que le cingulum qui était altéré. On n'a que le cingulum qui était altéré avec une hypomyélisation présente dans le cingulum et également ici en western blot. Et donc, en réalité, on va avoir une réapparition de la lésion de la substance blanche, parce que comme je vous ai dit, à 2 mois, il n'y avait plus de lésion. Et en fait, à 7 mois, de nouveau, on a une hypomyélisation, et cela est dû à la mort des oligodendrocytes uniquement à 7 mois chez les animaux hyénins. Ensuite, forcément, le concept de base sur lequel je base ces théories de lésion, c'est qu'on a une inflammaging. Donc, il faut prouver qu'effectivement, on a cette inflammation chronique et à bas bruit qui est plus importante chez les animaux hyalins bêta. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé dans le sang si on avait une activation des cellules immunitaires. Et effectivement, on avait une activation que au niveau d'un certain type de cellules immunitaires, qui sont les cellules myéloïdes. Ce qui est intéressant, c'est que ces cellules immunitaires myéloïdes dans le sang sont particulièrement activées et vont relarguer des ROS, qui sont des petites molécules pro-inflammatoires, en continu, à 7 mois dans le sang, uniquement chez les animaux hyalins bêta. Mais donc, qu'en est-il de la microglie ? La microglie aussi, elle va être inflammée et il va y avoir une trace inflammatoire de l'inflammaging au niveau cérébral. Donc ici, c'est encore une analyse du transcriptome. Donc le transcriptome, c'est l'expression des gènes. Et on avait à 7 mois environ une centaine de gènes qui étaient dérégulés et on retrouvait qu'on avait de nouveau une augmentation des gènes pro-inflammatoires au détriment des gènes pour des fonctions basiques ici homéostatiques, puisque c'est plus des fonctions développementales, c'est juste les fonctions physiologiques de la microglie. Cependant, cette signature transcriptomique
donc au niveau de l'expression des gènes, ne se traduisait pas sur une fonctionnalité. En réalité, on avait exactement le même nombre de microglies ici au niveau de l'hippocampe et au niveau du cortex. Par contre, aux surprises, on avait beaucoup plus de microglies au niveau de l'hypothalamus. Et donc, à 7 mois, on va avoir une signature microgliale pro-inflammatoire au niveau de l'expression des gènes, mais qui ne se traduit pas forcément d'un point de vue fonctionnel. Et donc, maintenant, tout ça, c'était au niveau du cerveau. Et le premier signe qu'on avait vu au début pendant les tests comportementaux, c'est un paramètre physiologique très simple. Les animaux étaient très gros. Beaucoup plus gros dans le groupe IL-1β que les animaux PBS. Donc à l'époque, avec Pierre Récence, on a contacté les gens qui ont travaillé sur la cohorte française EpiPage2 et on leur a demandé, c'était une cohorte donc qui avait déjà mis en évidence la corrélation prématurité TSA, et on leur a demandé, est-ce que vous pouvez regarder si les anciens prématurés vont avoir un surpoids. Donc ils ont regardé à l'âge de 5 ans, parce que la cohorte n'est pas allée plus loin, et en fait dès 5 ans, on voyait que les enfants prématurés avaient un risque de développer un surpoids ou une obésité, et que ce facteur de risque était d'autant plus important, une fois encore, si la prématurité était associée à un syndrome inflammatoire. Donc forcément, ça nous a donné envie de creuser cette question. Donc la première chose qu'on a fait, on a regardé donc le suivi de la prise de poids au cours de la vie des animaux. Donc ici, vous avez la comparaison entre les animaux mâles et les animaux femelles. Et vous pouvez voir que la ligne rouge, ici L1β, on a un surpoids présent chez nos animaux qui se met en place tout au long de la vie et qui est majeur à l'âge de 7 mois. Ce surpoids est associé, mais cette fois-ci que chez les mâles, à un manque de tolérance à l'insuline. Donc normalement, lorsque l'on injecte de l'insuline chez un individu, la glycémie sanguine, elle est censée diminuer. Cependant, chez les animaux exposés à l'IL-1β à la naissance, on va avoir la même réponse à l'insuline que si on n'avait pas du tout injecté d'insuline. Lorsque l'on injecte le glucose, cette fois-ci, on est censé avoir un pic suite à l'injection du glucose de la glycémie. On le retrouvait chez les animaux IL-1, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus importante. Et ce pic de glucose ici, était associé chez les mâles uniquement à une hyperinsulinémie. Pour les médecins dans la salle, vous savez que si on associe surpoids avec intolérance à l'insuline et hyperinsulinémie, ça veut dire que nos animaux présentent un diabète de type 2. Donc la question ensuite c'était, est-ce qu'on peut traiter les animaux IL-1β ? Est-ce que ces anciens individus prématurés, on peut les traiter pour le diabète de type 2 ? Donc on a utilisé la metformine, qui est le premier traitement utilisé chez l'homme pour le diabète de type 2, et cette fois-ci, on l'a injecté sur des souris qui étaient obèses à 7 mois. Ce qu'on a vu, c'est qu'on arrivait ici à corriger après le traitement l'hyperinsulinémie que l'on observait chez les animaux exposés à l'IL-1β. Ainsi, en conclusion, j'espère que je vous ai démontré que la prématurité, c'est un enjeu sanitaire crucial et que c'est un facteur de risque à l'autisme, et cela majoritairement médié à cette inflammation périnatale, parce que cette inflammation va favoriser l'apparition des comportements de type TSA chez les jeunes individus. Cela est directement lié au fait que la microglie ne fait plus sa fonction développementale majeure, qui est l'élagage synaptique. Hop. Et ce qui est intéressant et ce qui est la novelty, si je peux le dire, de ce projet, c'est qu'en fait, il y a des conséquences à long terme de cette inflammation périnatale, notamment médiée par la théorie de l'inflammaging, et que ces individus anciennement prématurés, vieillissants, vont présenter de nouveaux types de déficits cognitifs sur lesquels il faut s'attarder et il faut comprendre ce qui se passe. Et pourquoi ? Parce que cette microglie qui est toujours activée, elle est dangereuse pour le cerveau qui présente déjà des lésions. Et donc c'est un risque pour les maladies neurodégénératives, mais aussi de manière très surprenante, et c'est quelque chose dont on ne s'attendait pas du tout, au niveau des troubles métaboliques. Et donc ainsi, vraiment, moi, avec ces projets, ce que je voulais mettre en avant, c'est que on sait que les enfants atteints de TND et notamment d'autisme sont des enfants qui peuvent être stigmatisés à l'école. Si vous combinez la stigmatisation liée à leur TND avec une stigmatisation liée à un surpoids,
la vie de ces enfants peut être très compliquée. Donc moi, je voulais vraiment, avec ce projet, développer qu'il y a d'autres facteurs de risque sur lesquels on peut travailler, qui est la nourriture, et à laquelle on peut parler avec les familles des patients, avec les cliniciens, pour justement éviter une surstigmatisation de ces enfants à risque. Bien entendu, je veux remercier les gens de mon labo, notamment Pierre Gassens, que vous allez voir jeudi matin, mais également mes 2 étudiants en thèse, David Guénoun et Siao Diao, qui ont fait une grande partie des travaux que je vous présente aujourd'hui. Et merci pour votre attention. Bravo Cindy. Merci. Alors Cindy, t'as une cellule préférée comme ça dans le cerveau ? Ouais, désolé. Non, parce que je dis ça, mais c'est vrai qu'on est tes travaux. Alors ce matin, j'étais pas là, je suis encore désolé, mais ça apparaît génétique. Ouais. Tu montres que dans les mécanismes mis en jeu, c'est ultra compliqué. Cette microglie, et c'est un changement de paradigme qui est intervenu durant la dernière quinzaine d'années. Avant, on était très focalisé sur les oligodendrocytes. En fait, on se rend compte que c'est le microglie qui serait le chef d'orchestre, en fait, impliqué comme chef d'orchestre de la mise en place des réseaux de neurones. Et puis, ce projet, d'ailleurs, tu as cité Géraldine Favret, et je salue tous les neuropédiatres avec lesquels vous collaborez à l'hôpital Robert Debré, qui sont à l'initiation de ces travaux. Tu montres que la complexité va encore plus loin parce qu'il y a un impact, certes, on se focalise beaucoup sur les âges précoces du neurodéveloppement. Et ce matin, je n'étais pas non plus à la présentation, mais je sais que Stéphanie Miot, vous avez fait un super topo sur les enjeux de vieillissement. Ouais. Tu montres, et là encore, tu appuies sur le fait que il faut aussi regarder au-delà. Qu'est-ce qui se passe durant le neurodéveloppement ? Et puis, ça me fait aussi penser à un topo qu'il y avait eu à la RAPI ici par Eric Courchaine il y a 4 ans, où il parlait justement des enjeux systémiques au niveau de l'organisme, et notamment il fallait regarder ce qui se passait ailleurs dans l'organisme, et trouve des pistes aussi par rapport aux enjeux métaboliques qui sont suggérés par la cohorte EPIPAGE 2. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais pas parler en termes de TND, je vais vraiment parler autour des cohortes d'anciens prématurés. On s'est vraiment focalisé pendant très longtemps sur tout ce qui va être troubles et déficits cognitifs. Et tout le reste s'est passé un peu à côté et c'était moins important parce que forcément c'était un enfant qui était né prématuré, donc ses poumons étaient pas bien, donc s'il y avait des déficits respiratoires, c'est à cause de ça, mais c'est pas grave, on le sait. Mon enfant prématuré, quand il est né, il était beaucoup plus petit, il était tout petit, donc j'ai envie de le nourrir beaucoup plus, j'ai envie de lui donner tout ce qu'il veut, du chocolat, des bonbons, etc. Sauf qu'effectivement, à court terme, si vous focalisez que sur l'enfance et sur la puberté, c'est pas très grave. Parce que vous voyez votre enfant heureux, ça peut-être facilite la vie. Mais en réalité, lorsque l'individu va vieillir, ces troubles vont devenir d'autant plus importants. Et en fait, j'avais assisté à un colloque de cliniciens justement sur le vieillissement des enfants prématurés. Et en réalité, dans les cohortes prématurées américaines très très vieilles, et donc c'est pas exactement les mêmes paradigmes, on s'était rendu compte qu'effectivement, en fait, les anciens prématurés sont beaucoup plus à risque de développer des diabètes de type 2 chez l'adulte. Merci Cindy. Alors on va commencer à prendre les questions. René, tu as une question. Juste une question par rapport à la metformine. Ouais. Est-ce que vous avez essayé les nouveaux antidiabétiques type sémaglutide ou Alors non, pour le moment, on l'a pas fait pour une raison très simple. En fait, la metformine, c'est un agoniste du récepteur PPAR-gamma. Je rentre vraiment dans le détail. Mais en fait, le PPAR-gamma, c'est un récepteur qui est anti-inflammatoire. Donc en fait, pour nous, la metformine, c'était une bonne cible parce que en plus de supposément diminuer le diabète, ça pouvait aussi diminuer l'inflammation. Sauf qu'en réalité, ce que je vous ai pas montré, ça fonctionne pas sur l'inflammation dans notre modèle, ça fonctionne que sur le diabète. Donc maintenant, l'approche, ce serait de trouver un autre mécanisme pour justement aussi contrecarrer l'inflammaging qui se met en place. Une autre question ? Oui, bonjour, je suis neuropédiatre en Guadeloupe. Bonjour. Et je voudrais savoir si le mécanisme est similaire pour les retards de croissance in utero, sachant qu'en Guadeloupe, on a beaucoup de maladies inflammatoires et on a beaucoup de SOPK, probablement multifactoriels, mais aussi liés au chlordécone. Et donc, du coup, j'aimerais savoir si la science s'intéresse aussi à l'impact du retard de croissance du retard de croissance aussi.
Alors, dans notre laboratoire, donc c'est la même équipe, mais un autre groupe. C'est l'équipe du professeur Olivier Beau qui travaillait sur ça. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont induit un retard de croissance intra-utérin, cette fois-ci dans un modèle de rat, où en fait ils nourrissaient avec une nourriture hypoprotéique les mamans, et on avait vraiment des animaux qui étaient plus petits à la naissance. Si on avait que le retard de croissance intra-utérin, on observait les lésions de la substance blanche, mais on retrouve pas forcément le contexte inflammatoire. C'est-à-dire qu'il fallait coupler le régime hypoprotéique avec des petites injections beaucoup moins fortes que celles du modèle souris où il y a que de l'inflammation, mais on injectait quand même deux fois de l'interleukine 1 bêta, et comme ça on trouvait l'activation microgliale, le syndrome inflammatoire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mécanismes au niveau de la substance blanche, par contre, sont les mêmes. Donc au final, au regard de la prématurité, la microglie, elle a un rôle vraiment majeur, central, sur tous les modèles de prématurité, que ce soit les modèles hypoxiques aussi, dont je ne parle pas, mais avec qui on collabore. La microglie pro-inflammatoire, elle a un rôle majeur. Ça aussi, ça joue. En fait, c'est pour ça, au début, je parlais des infections materno-fétales, parce qu'en fait, si on est dans un contexte inflammatoire déjà au cours de la grossesse, en fait, on va prédisposer, on va un peu primer, comme les cellules immunitaires, à être déjà beaucoup plus actives si on va avoir un vrai syndrome inflammatoire. Donc tout ça, c'est vraiment majeur sur les conséquences. Et d'ailleurs, dans les cas de prématurité, l'obésité de la maman est un facteur de risque à avoir une naissance prématurée. Une autre question ? C'était par ici ? Pardon. Bonjour, je suis médiatrice Saint-Épère dans les Landes, donc moi-même concernée par un TSA. Vous parlez du lien, des liens entre TSA et diabète de type 2. Du coup, qu'en est-il du diabète de type 1 ? Alors, faut savoir que le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Donc, déjà, de base, ça veut dire que ça implique le système immunitaire. Ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, dans les cohortes humaines américaines, ils ont vu une association de la prématurité aussi bien avec le diabète de type 2 qu'avec le diabète de type 1. Nous, dans notre modèle, on s'est juste focalisé sur le fait qu'on avait une intolérance à l'insuline, au glucose, avec une hyperinsulinémie. J'ai prélevé des pancréas et des foies pour regarder qu'est-ce qui se passe d'un point de vue immunitaire dans ces organes clés de la mise en place du diabète. Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Mais chez l'homme, en tout cas, on sait qu'on a un risque de diabète de type 1 associé à la prématurité. Mais du coup, là, donc le sujet, c'est la prématurité, mais du coup, on parle aussi du contexte pro-inflammatoire, pas forcément lié à la prématurité. Du coup, une personne, même un enfant qui n'est pas prématuré, mais si on détecte un TSA, est-ce qu'on peut dire que l'origine, c'est un contexte pro-inflammatoire et que du coup, ça pourrait éventuellement expliquer d'autres problèmes immunitaires ? Alors, honnêtement, ça, c'est vraiment individu dépendant, j'ai envie de dire, et du contexte et du tableau clinique. J'en parlais tout à l'heure. On avait la même conversation avec Boris à la pause café de ce matin. Malgré tout, l'autisme, historiquement, ça reste une maladie génétique. Et au final, tout ce qui va être test génétique va nous permettre de voir, en fait, comment ces facteurs environnementaux, donc ici un syndrome inflammatoire, va interagir avec ce paysage génétique qui peut être plus ou moins altéré. Et en fait, mon hypothèse personnellement, c'est que moi qui ai fait un peu de génétique, mais qui est pas du tout expert, c'est que en réalité, on peut avoir une petite mutation si on est une petite mutation qui n'a pas forcément de conséquences de base, mais si on la couple à une exposition à un syndrome environnemental, cette mutation va se surexprimer et va être d'autant plus dangereuse. Et donc au final, c'est vraiment cas patient par patient. Et effectivement, pour des patients TSA qui sont nés à terme, ce genre de problématiques se posent et sont pertinentes parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu un événement majeur inflammatoire à la naissance, mais en fait, typiquement, la nourriture hypercalorique, c'est un syndrome inflammatoire. Donc, ajouter en plus de ça une inflammation, cette fois-ci médiée par la nourriture, peut être dangereux. Merci.
J'ai fini. Une autre question? Merci beaucoup Cindy, bravo. Merci aux porteurs de micro.